quels sont les différents types de plagiat? Donc, on a le plagiat accidentel, le plagiat intentionnel, le superplagiat et l'autoplagiat. On a commencé par définir quelles sont les mesures à prendre pour éviter le plagiat involontaire. Premièrement, c'est en faisant les citations. C'est-à-dire lorsqu'on prend, par exemple, un texte ou une image ou un tableau, il faut citer la référence. Donc, on a commencé par exemple, c'est une citation d'un texte. Ensuite, lorsque vous prenez, par exemple, une photo qui m'a dit, il faut toujours mettre les références ou bien la source. Vous pouvez mettre la référence comme une note en bas de page. Par exemple, vous donnez le nom de la photo avec un indice ou un exposé. En bas de la page, vous allez mettre la source d'où vous avez pris cette photo. Ou bien, vous pouvez le mettre directement sous la page, donc la source de la photo. Bien sûr, si la photo que vous avez mise n'est pas la vôtre. Même laquelle vous avez pris une photo, vous l'avez mis dans votre travail, il faut mettre votre nom et le jour de la prise de cette photo, par exemple. On peut aussi faire ce qu'on appelle un renvoi à la table des illustrations. Donc, il suffit de mettre un indice, là, par exemple, entre crochets, et on fait un renvoi à la table des illustrations. C'est-à-dire à la fin de votre rapport ou à la fin du début, vous allez mettre tous les références. Les références, généralement, on les met à la fin de votre travail. Donc, il suffit de faire un renvoi. Lorsqu'on va à la table de référence, on va trouver c'est quoi le 1 hada. D'accord? Deuxièmement, donc pour éviter toujours le plagiat, en utilisant le paragraphe. Même si vous allez utiliser le paragraphe, c'est-à-dire vous allez reformuler, vous allez prendre un paragraphe d'un travail, voilà, d'une thèse. Ce n'est pas interdit de le faire, vous pouvez même le modifier, mais il faut par exemple, il faut toujours mettre l'auteur. Vous pouvez modifier le contenu, mais il faut n'oubliez pas de mettre la citation ou bien l'auteur de ce travail. Troisièmement, la troisième méthode d'éviter le plagiat, en faisant des renvois du texte vers la bibliographie. Donc, c'est pareil, comme tout à l'heure. Il suffit de mettre des références, là, des numéros généralement entre crochets, pour dire le contenu, le paragraphe ou la phrase, je l'ai prise de la référence numéro 5, par exemple. Lorsque je vais aller à la table de référence, je vais trouver de qui il s'agit, qui est l'auteur ou bien qui est la source de cette phrase ou de ce paragraphe, par exemple. D'accord jusque-là? Est-ce que vous suivez? Vous me suivez? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Donc, welcome. La quatrième méthode, c'est en indiquant systématiquement les sources bibliographiques utilisées. C'est-à-dire, à la fin d'un rapport, d'un mémoire, doit impérativement figurer la bibliographie qui liste tous les travaux utilisés, ouvrages, donc toutes les références, vous devez les mettre les références bibliographiques. Ils peuvent être des ouvrages, des articles, des sites web, des normes, des rapports, etc., des thèses de doctorat, des mémoires de master, ainsi de suite. Voilà, donc la cinquième méthode pour éviter le plagiat involontaire, c'est par exemple la sensibilisation de toute la
communauté universitaire. Donc, il faut essayer de sensibiliser, de faire comprendre aux gens que le plagiat, c'est pas des conséquences nocives, des conséquences négatives. Comme je l'ai dit la dernière fois, si on détecte le plagiat, tout votre travail peut sauter. Votre soutenance peut sauter ou bien directement votre diplôme. On peut carrément vous retirer votre diplôme. Maintenant, il y a comment on peut détecter le plagiat. Premièrement, utiliser des programmes gratuits disponibles sur Internet pour vérifier les documents électroniques. Donc, il y a des logiciels qui sont sur l'Internet, ils sont gratuits. Il suffit de, par exemple, si je vous ai demandé de faire un travail, comment je dois vérifier, je peux mettre directement le travail comme dans ce logiciel HEVA, où c'est lui qui va détecter directement, il va me donner la source. Il va carrément, par exemple, il va surligner toutes les phrases ou bien tous les paragraphes qui ont été plagiés ou bien qui ont été copiés. Il y a d'autres aussi, une autre façon pour détecter le plagiat. Des fois, les étudiants, ils nous envoient leur travail en format PDF. Donc, ils ont fait, par exemple, ils ont copié en format Word, ils vont le convertir en PDF, c'est comme ça pour maquiller leur travail, c'est eux qui ont fait. On peut carrément convertir le fichier PDF en Word, on met le logiciel et ça va me donner directement la source d'où vous avez pris. Bien sûr, je le dis et je le redis, ce n'est pas interdit de faire de la recherche ou de donner des références ou de citer des paragraphes ou des phrases, mais n'oubliez pas de mettre les sources bibliographiques. Ce n'est pas interdit. Pour renforcer votre travail, il n'y a pas de problème. Bien sûr, à chaque fois, on fait beaucoup de recherches bibliographiques, maintenant, vous allez faire un bon travail. Il n'y a pas de mal à ça. Mais le plus important, c'est toujours mettre la référence. Voilà. Donc, comment convertir le fichier PDF. Deuxièmement, les bons détecteurs de plagiat auront une fonction permettant de comparer le texte. Mais le principe est le même. Donc, bien sûr, lorsque vous allez cliquer, les parties plagiées, elles vont être surlignées. On va les colorer comme ça, vous saurez directement quelles sont les parties qui ont été plagiées. Ce sont les vérificateurs gratuits du plagiat. Il y a Copyscape, Plagiarisma, il y a plusieurs. Il y a ceux qui sont gratuits, il y a d'autres qui sont payants, qui compilation, il est payant. Maintenant, notre moyen de détecter le plagiat, c'est par affiner vos yeux et vos oreilles pour flairer le plagiat. À force de corriger, à force de travailler, vous aurez de l'expérience au cours du temps. Donc, rien que je commence à lire le travail, je comprends directement est-ce qu'il a été plagié ou là, parce que, par exemple, il n'y a pas une continuité l'écriture ou la narration, la façon avec laquelle vous écrivez. Donc, vous utilisez des phrases simples et tout d'un coup, vous allez utiliser des paragraphes avec un français très profond. Mais ce n'est pas le vôtre. Est-ce que vous suivez? Voilà. Donc, par expérience, sans passer le travail par le logiciel, on peut détecter le plagiat. Par exemple, aussi, on trouve que le contenu ne correspond à la consigne du devoir. Je vous ai donné un thème sur lequel vous allez travailler. Je me trouve sur un autre vraiment hors sujet, out.
je comprends, mais c'est du plagiat. Vous ne parlez pas du sujet, du travail ou bien du thème demandé. Repérer les changements inhabituels de style d'écriture. Donc, je l'ai dit. Aussi, on va repérer les différents polices de caractère. Ou on travaille avec, on va changer le caractère ou la police de notre travail parce qu'on le copie de plusieurs sources. Bien sûr, qu'il y a des étudiants qui vont sélectionner tout le travail, le mettre avec ceux qui sont perfectionnistes, le plagiat. Vraiment, un travail, à première vue, vous allez voir un travail qui est bien organisé, qui est bien fait, mais lorsque vous allez bien chercher, vous allez trouver le plagiat. Maintenant, on va voir quelles sont les sanctions quelles sont les sanctions les sanctions contre le plagiat. Donc, les sanctions aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. Tout le monde est mis sur la même balance. N'importe qui fait du plagiat, il sera puni. Donc, pour le cas des étudiants, vous avez l'article 35 de l'arrêté 933 du 28 juillet 2016 stipule que tout acte de plagiat ayant un rapport avec les travaux scientifiques et pédagogiques requis à l'étudiant dans les mémoires de licence, de master, de magistère et thèse de doctorat, avant ou après sa soutenance, expose son auteur à l'annulation de la soutenance ou au retrait du titre acquis. Donc, l'article, dernièrement, le ministère de l'enseignement supérieur encore ils ont encore publié encore une fois pour mettre en garde les étudiants ou bien les étudiantes d'abord, puisqu'on parle des étudiants, toute tentative de plagiat, vous risquez, par exemple, si vous avez fait du plagiat dans votre mémoire de PFE de fin d'études de master, par exemple, si on trouve l'examinateur qui va examiner le travail comme il trouve que vous avez fait du plagiat, on peut carrément annuler la soutenance. Ou bien même si vous avez soutenu vous avez fait du plagiat, on va vous retirer votre diplôme. Donc attention et attention. Lorsque vous faites, vous travaillez, il faut toujours mettre les références pour éviter le problème, parce que ça on tombe sur des enseignants qui examinent bien le travail تاعكم. Donc il n'y a pas de mal, tout le monde les références, on travaille sur les références, mais il faut toujours mettre la source, parce que sinon ça va vous causer beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Kamel. Maintenant, un autoplagiat dans un travail mené en vue de l'obtention d'un diplôme peut entraîner, selon son importance, l'annulation de ce travail. L'autoplagiat, on l'a vu aussi la dernière fois. Par exemple, vous avez un travail, vous allez le publier dans plusieurs revues. Donc, c'est l'autoplagiat. Vous allez faire du plagiat sur vous-même. Ou bien, si vous avez trouvé pour la même expérience, par exemple, vous avez trouvé beaucoup de résultats, vous allez diviser le travail, vous allez essayer de le publier dans plusieurs revues. Donc, c'est l'autoplagiat. Donc, si le plagiat ou l'autoplagiat concerne un travail mené durant un cursus de formation, comme les comptes rendus des travaux pratiques, les rapports d'exposé, les rapports de stage, son auteur, donc ça dépend de chaque enseignant. Donc, si l'enseignant, son auteur verra son travail refusé, on peut vous mettre un 0, on peut vous faire passer en conseil de discipline et ainsi de suite. Donc, attention, faites très attention pour le plagiat. D'ailleurs, même pour les rapports des comptes rendus de travaux pratiques, par exemple, on trouve une copie,
des dizaines d'étudiants qui nous rendent la même copie. Maintenant, c'est la même chose. Tout le monde, c'est pareil pour les étudiants que pour les enseignants. Pour les enseignants, le décret numéro 8 du 3 mai 2008, relatif au statut de l'enseignant-chercheur, comme il classifie comme faute professionnelle de 4e degré. Donc, c'est pas rien. Hein, si on arrive, on détecte un enseignant-chercheur, il a fait du plagiat, c'est une faute de 4e degré. Yani, vraiment, c'est une faute qui est très grave. Le fait pour les enseignants-chercheurs d'être auteurs ou complices de tout acte de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude. Alors, c'est la même chose en relation avec tout acte de plagiat, les mémoires, ou les magistères, ou les thèses de doctorat, ou les travaux d'habilitation universitaire. L'enseignant-chercheur, donc il est exposé à l'annulation de la soutenance ou au retrait de son titre, ou bien carrément, on va retirer sa publication. En dernier point, l'auteur du plagiat peut se voir retirer son titre et diplôme acquis par le biais du plagiat. Donc, on va lui retirer premièrement son diplôme, il va être dégradé, donc il a le grade. Encore, il peut être même expulsé ou bien radié de ses fonctions. Il ne peut plus travailler, donc on va l'expulser, on va le radier. Et aussi, il peut éventuellement faire face à des poursuites judiciaires de la part des auteurs originaux de l'œuvre plagiée. D'ailleurs, si quelqu'un, par exemple, il trouve qu'il y a un enseignant ou bien un étudiant qui a pris son travail ou le travail c'est le mien, donc il peut le poursuivre en justice. Donc, il a le droit de, bien sûr, avec des preuves, il peut poursuivre l'étudiant ou bien l'enseignant en justice. C'est son plein droit. Peut-être une réduction. Voilà, donc le reste de la première partie, la falsification et la fabrication des données. Aussi, donc c'est une façon de faire le plagiat, c'est-à-dire même si on fabrique des données. Si on ne tombe pas sur le résultat souhaité, on va fabriquer des données ou bien changer ou bien tronquer, on va enlever une partie des données. C'est du plagiat. Bien sûr, l'examinateur les données, la fabrication des données, lorsque vous allez mijoter avec les données, c'est impossible parce que les résultats que vous allez obtenir, ils vont pas être concordants, ils vont pas être logiques. Donc, c'est pour ça que maintenant que vous avez fait le module de la matière qui est éthique, déontologie et propriété intellectuelle, maintenant vous n'avez plus le droit de dire je suis pas au courant, ou je ne savais pas, ou vous l'avez fait, vous êtes au courant, vous avez vu les lois, donc attention et encore attention, évitez de faire le plagiat. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. Très bien. Merci, Mounir. Maintenant, on a vu la première partie, c'est quoi l'éthique et la déontologie. Maintenant, on va voir c'est quoi la propriété intellectuelle. Donc, on va parler de la propriété. La deuxième partie, c'est la propriété intellectuelle. Donc, comme introduction, l'expression propriété intellectuelle concerne les créations de l'esprit humain, tout ce que son intelligence et son imagination lui ont permis de créer.
les œuvres artistiques, les inventions, les marques, les emballages, les produits que nous utilisons ou nous consommons. Donc là, d'après l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, la propriété intellectuelle désigne les créations de l'esprit, à savoir les inventions, les œuvres littéraires et artistiques et les symboles, noms, images et dessins, modèles utilisés dans le commerce. Il y a tout ce que l'esprit crée, on l'appelle la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, donc il y a un côté, on peut trouver, il y a un côté littéraire, par exemple, il y a quelque chose de littéraire, de pédagogique, il y a une propriété industrielle. On va voir quelle est la différence entre ces deux propriétés. Donc, on va commencer par la propriété industrielle. La propriété industrielle s'étend d'un ensemble de prérogatives qui présentent la caractéristique commune de conférer à leur titulaire le droit exclusif d'exploitation protégé juridiquement. Détaché. Est-ce que vous avez une idée sur les propriétés industrielles? Ça peut être quoi, par exemple? Allez, donnez-moi des exemples. Par exemple, une propriété industrielle. Industrielle, yani, c'est quelque chose que je peux la vendre et je peux gagner de l'argent à travers cette propriété industrielle. Par exemple, est-ce que vous avez une idée, c'est quoi une propriété industrielle? Il n'y a pas d'exemple. Donc, j'essaie de donner une définition qui est simple. La propriété industrielle, c'est lorsqu'on parle de propriété littéraire et artistique, c'est tout ce qu'on fait comme, par exemple, quelque chose de littéraire, un livre, un roman, un tableau, de la musique, un poème, etc. C'est la propriété littéraire et artistique. La propriété industrielle, par exemple, là, j'ai inventé quelque chose, par exemple, un transformateur ou quelque chose de consommable. Par exemple, même je prends n'importe quel produit de consommation, c'est une propriété industrielle. Je prends avec le yaourt Danone, par exemple, c'est une propriété industrielle qui revient à la Danone, par exemple, le Soumab. Je ne sais pas si je dis, c'est-à-dire c'est... Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous écoutez? Allez, répondez-moi, s'il vous plaît. Oui, maintenant. Alors, amis, vous arrivez à distinguer, c'est quoi la propriété industrielle et la propriété intellectuelle? Est-ce que je suis arrivée à vous faire comprendre ou pas? Oui, maintenant, c'est bon. Très bien. Alors, maintenant, pour ne pas vous encombrer beaucoup, on va commencer d'abord par comprendre quelles sont les propriétés littéraires et artistiques et ensuite les propriétés industrielles. Alors, pour les propriétés littéraires, premièrement, elles regroupent le droit d'auteur. Ils protègent les œuvres littéraires et artistiques que sont les romans, les poèmes, les pièces de théâtre,
les films, les œuvres musicales, et les peintures, ainsi de suite, les photographies, créations architecturales. Et la deuxième propriété littéraire artistique, ce qu'on appelle les droits connexes. Yani, les droits d'auteur sont les droits que possèdent les artistes, interprètes ou exécutants. Par exemple, en ce qui concerne le droit d'auteur, quelqu'un qui a créé un livre ou un poème, donc ça lui revient directement. Donc c'est lui l'auteur. La deuxième partie, le deuxième groupe, ce sont les artistes, interprètes ou exécutants. Par exemple, les acteurs, par exemple. Ce sont des artistes, interprètes ou exécutants. Ils vont prendre peut-être une partie d'un livre, un roman, ils vont l'exécuter. Donc, des clones, ce sont les artistes exécutants. D'accord? C'est la première partie. Maintenant, on va voir quelles sont ces règles de citation et de référence. On dit toujours la même chose, on répète, lors de la rédaction d'un travail, il est indispensable de citer les sources et de référencer tous les documents sur lesquels nous nous sommes basés pour rédiger un texte. Donc, il faut toujours mettre les sources ou bien les travaux sur lesquels vous avez travaillé. Alors maintenant, on va voir comment on peut, parce que même les références, la façon de mettre les sources, ont des règles, ils suivent des normes. Donc, il faut les respecter. Bien sûr, il faut d'abord les comprendre, les règles. On va commencer par les citations. C'est quoi la citation? C'est un passage tiré d'un document généralement utilisé pour illustrer ou appuyer ce qui est avancé dans un travail. Donc, c'est un passage, c'est un paragraphe ou d'un texte, ça dépend de la référence. Je vais le prendre tel qu'il est. Les citations, elles peuvent être directes ou elles peuvent être indirectes. Les citations directes, ils reprennent mot par mot les propos de l'auteur. Elles sont utilisées de référence lorsqu'il y a une crainte de déformer la pensée de l'auteur en résumant son texte. Citation directe, je vais prendre, par exemple, je vais copier, je vais prendre une partie de mémoire voilà, tel qu'il est et je le mets dans mon travail. C'est la citation directe. Et bien sûr, je vais citer la source. La citation indirecte, elle consiste à paraphraser. Je vais modifier, je vais rédiger, je vais pas prendre le paragraphe tel qu'il est, mais je vais le rédiger à ma manière. Je vais la paraphraser. Je vais utiliser l'idée générale, la référence, mais c'est moi qui vais essayer de le rédiger. D'accord? Donc, même si fait la citation indirecte, je dois toujours citer la référence. C'est bon? C'est bon jusque-là? Maintenant, on va voir, donc on a commencé par les citations, maintenant on va voir les références. Une liste, donc les références, il y a la liste que vous allez mettre à la fin de votre travail, sur laquelle ou bien dans laquelle vous allez mettre toutes les références que vous avez utilisées pour l'élaboration de votre travail. La liste de références ne doit contenir que les ouvrages qui ont été cités dans le texte. Donc, c'est dans les mémoires, voilà, on trouve il y a beaucoup de références. Les références, même si on n'a pas utilisé, des fois on trouve des références que vous n'avez pas utilisées, et des fois on trouve aussi il y a un manque de références. Vous citez, vous donnez une référence le travail, mais à la fin, sur la liste, il n'y a pas l'auteur, et vice versa. Le contraire, on le trouve très souvent. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de références bibliographiques alors que vous n'avez pas travaillé sur ces références. Donc, il faut être correct
vous ne mettez que les sources sur lesquelles vous avez travaillé. Il ne faut pas encombrer votre travail. Le classement des références, donc pour les références, on peut, à l'intérieur d'une liste, les références sont classées par ordre alphabétique de l'auteur ou du titre. Donc, ça, on va les classer par ordre alphabétique. On va prendre les auteurs kamel et on va les classer par ordre alphabétique. Ou bien, il y a une autre méthode. On va les classer par ordre de leur apparition dans le travail. Je vais les prendre tels qu'ils sont. C'est une manière aussi simple, elle va faciliter aussi le travail pour l'examinateur. Donc, vous allez, à chaque fois que vous mettez un auteur, donc, par exemple, si je vais corriger la page, je vais trouver un auteur, référence 1, référence 2. Lorsque nous les références, la page les références, je vais les trouver dans l'ordre. Donc, c'est une façon aussi de comment classer les références bibliographiques. Aussi, on peut les classer. Ça dépend le type de document. On peut les classer, par exemple, les livres, les articles, les brochures, les sites internet. Ils sont classés par ordre alphabétique. Donc, c'est toute une... on range, on ne les met pas avec n'importe comment, mais il y a une façon comment les mettre. Maintenant, on va voir quelles sont les références par type de documents. Donc, les documents, il y a plusieurs types de documents. On peut avoir ce qu'on appelle des documents périodiques et les documents non périodiques. Les documents périodiques, ils comprennent tout ce qui est publié à intervalles réguliers, par exemple les revues et les magazines. Un article de revue, lorsque vous allez prendre un paragraphe ou un article que vous avez trouvé sur une revue scientifique, donc qu'est-ce que vous allez mettre comme référence? Vous allez d'abord mettre le nom de l'auteur, l'initiale du prénom, l'année de publication. Ensuite, le titre de l'article, le titre du périodique et le numéro du volume et la pagination. Voilà un exemple. Alors, si vous avez pris un travail sur un article, vous allez mettre d'abord le nom de l'auteur de cet article. Donc, comme l'exemple, vous avez Hamraoui. Ensuite, il faut bien voir vous voyez, donc les virgules et la ponctuation, elle est très importante pour les références bibliographiques. Donc, lorsque vous allez mettre le nom de l'auteur, vous allez ensuite mettre une virgule. Ensuite, vous allez mettre l'initiale, le prénom en majuscule et un point. Donc, vous commencez par le nom, virgule, l'initiale du prénom en majuscule, un point. Donc, c'est la première des choses. Ensuite, vous allez mettre entre parenthèses, voilà, ça dépend, vous pouvez le mettre entre parenthèses, voilà, sans les parenthèses, la date de la publication, l'année de publication de l'article. Ensuite, vous allez mettre le titre de l'article. C'est quoi le titre qui m'a c'est servitude volontaire d'analyse philosophique peut-elle éclairer la recherche pratique du clinicien. Donc, c'est le titre de l'article. Il faut le mettre. Ensuite, il faut mettre le titre du périodique. La revue, comment elle s'appelle? Elle s'appelle, par exemple, travailler, c'est un nom, le titre du périodique. On peut l'appeler Science et Vie, ou
Ça dépend le journal, comment on l'appelle. Est-ce que donnez-moi des exemples, par exemple, des revues que l'État font. Allez, j'attends. N'importe quelle revue scientifique que vous connaissez. Vous me donnez des noms. Avec. Vous êtes là? Alors, après, une fois que vous avez mis le titre du apparemment il n'y a personne, je suis en train de me parler toute seule. Alors, après le nom et le prénom, la date de la publication, on va mettre le titre de l'article, ensuite le titre du périodique, le numéro du volume, donc le volume il peut être numéro 1, 2, 3, ainsi de suite, et la pagination, comme le cas de la page 35 jusqu'à la page 51. Donc, je répète, la ponctuation, l'ordre de l'apparition, le nom de l'auteur, le nom de l'auteur, l'année de publication, ils sont très importants. Donc, chaque chose, vous devez la mettre telle qu'elle est, dans son ordre. Donc, c'est la méthodologie de rédiger les références bibliographiques. Maintenant, on a parlé des documents qui sont périodiques, comme l'article de revue. Maintenant, on va voir des documents qui sont non périodiques. Donc, cette catégorie comprend les livres, les chapitres de livres, les thèses et les mémoires, les communications dans un congrès, les sites Internet, les supports de cours, les images et les tableaux, les articles de loi, etc. Donc, ils ne sont pas publiés, par exemple, chaque mois, ou chaque quinzaine, ou chaque 2 mois, ou chaque 3 mois. Et donc, ça dépend. Donc, les livres, on le publie 1 fois par an, ou les mémoires aussi, c'est pareil. Donc, on les appelle les documents non périodiques. Exemple, on prend le cas d'un livre. Comment on peut citer la référence si on a pris la source d'un livre? On doit mettre d'abord le nom de l'auteur, qui est Chalifour, virgule, l'initiale dans le prénom en majuscule suivi d'un point. Ensuite, l'année de la publication, le titre du livre, aussi, aussi un sous-titre. Ensuite, le lieu de la publication, Boucherville, le pays, donc ça dépend, le Canada, le Québec, les États-Unis, l'Algérie, ça dépend. Et bien sûr, puisqu'il s'agit d'un livre, il faut mettre la maison d'édition. Là où on a édité le livre. C'est G. Morin. Donc, attention, il faut essayer de distinguer, de mettre dans l'ordre, parce que chaque référence est à part. Comme vous voyez là, pour l'article de revue, la référence, comment on l'écrit, et pour le livre aussi, il a sa façon de le faire. Donc, faites attention.
Si on prend aussi un chapitre d'un livre, il faut mettre, par exemple, il faut mettre entre guillemets dans, suivi du nom de l'auteur du livre. Par exemple, avant, là, on a fait le livre, comme vous voyez. Je n'ai pas eu d'exemple. Pour le livre, je vais mettre directement le nom de l'auteur du livre. Maintenant, s'il y en a, je vais travailler, je m'intéresse qu'à un chapitre du livre. Ce n'est pas tout le livre qui m'intéresse. Je vais prendre là, avant de mettre le nom de l'auteur, je vais mettre dans entre guillemets, j'ai travaillé sur un chapitre de ce livre, et pas sur tout le livre. Donc, la même chose, je vais mettre le nom de l'auteur du livre, du nom et prénom. Ensuite, il faut inscrire le titre du livre en italique, l'année de publication. Je vais vous ramener un exemple la prochaine fois, comme ça vous allez distinguer quelle est la différence entre un livre et un chapitre d'un livre, parce que là, on ne nous a pas donné un exemple. Maintenant, pour les tests de mémoire, la même chose. La référence, elle doit contenir le nom de l'auteur, l'initiale du prénom, l'année de soumission, le titre de la mémoire, le nom de l'institution et le pays. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les différents types de références? J'attends vos réponses. Est-ce que vous m'écoutez? Comme tu m'as fait? Oui, madame. Alors, Mimi, est-ce que c'est clair jusque-là ou là? Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les différentes façons d'écrire ou de rédiger les références TACO? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Maintenant, parce que c'est très important, hein, la référence bibliographique, c'est la base de n'importe quel travail de recherche. Que ce soit vous allez faire votre PFE ou votre thèse de doctorat ou vous allez faire un article. Les références, elles sont très importantes. Il y a des revues, ils vont refuser le travail juste, même si vous avez fait un bon travail de recherche, d'analyse et ainsi de suite, mais ils vont insister sur les références. S'ils ne sont pas bien rédigés, ils vont refuser le travail comme à chaque fois vous allez refaire au tableau de Bafoul. Donc, essayez de faire un travail correct dès le départ pour éviter les problèmes. C'est mon conseil. Alors maintenant, aussi la communication dans un congrès. La communication dans un congrès, elle contient le nom de l'auteur. Est-ce que c'est quoi un congrès avant de passer est-ce que vous avez une idée c'est quoi un congrès? Oui, j'attends. Est-ce que vous savez c'est quoi un congrès? Non, madame. Voilà, merci, docteur Fields. Un congrès, par exemple, هو ملتقى علمي. Voilà. Il se peut, par exemple, qu'on va organiser هذا الملتقى, on peut le faire dans n'importe quel pays, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en France, ça dépend. Aux États-Unis, en Turquie, ça dépend.
Les congrès, ils vont choisir un thème lequel ils vont travailler et ils vont publier le thème de ce congrès, c'est-à-dire il va parler par exemple, si on va prendre votre spécialité, équipement de l'habitat. Par exemple, ils vont dire comment maintenir l'équipement de l'habitat. C'est un exemple, tu as le thème principal de الملتقى العلمي. Alors, tous les gens, voilà, tous les chercheurs qui travaillent dans cet axe de recherche, s'ils sont intéressés, ils peuvent participer à ce congrès. Le congrès, donc, vous pouvez participer en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant, ça dépend. Alors, comment vous pouvez participer? Donc, laquelle, par exemple, vous avez fait un travail, un travail de recherche sur un thème, sur le thème هذا. Là, vous avez fait une innovation sur une matière d'isolation ou quelque chose dans ce genre. Vous avez innové, vous avez trouvé quelque chose de nouveau, par exemple pour l'isolation phonique ou l'isolation thermique dans les bâtiments, par exemple. Vous pouvez participer donc le congrès. Maintenant, vous allez exposer votre travail. La façon maintenant d'exposer le travail, il y a deux façons. Ou bien vous pouvez l'exposer oralement, vous allez en même temps, je suis en train d'exposer maintenant le travail, c'est-à-dire vous allez l'exposer devant tous les invités et vous allez présenter le travail et bien sûr, une fois que vous aurez terminé, on va vous poser des questions à le travail. Ou bien, l'autre façon de participer, vous allez faire ce qu'on appelle un poster. Le travail, vous allez le faire sur du papier, un poster. Donc, sur le poster, c'était sur du papier. Maintenant, avec la technologie, c'est aussi même les posters électronique. Mais là, la différence, on va vous mettre, par exemple, on va vous classer par exemple 20 chercheurs qui vont faire un poster, ce qu'on appelle dans des ateliers. On va les regrouper suivant le thème. هذا يخدم على l'isolation, هذا يخدم على la résistance des matériaux. Chacun de vous, ça dépend sur quel le thème de recherche. Et il y a l'AJNA qui est des membres de jury, je sais pas, 3-4 personnes dans le domaine. Ils vont vous allez essayer d'exposer le travail ou ils vont vous poser des questions sur le travail in situ. C'est pas ouvert, il y a des milliers de personnes, ils vous écoutent. Là, c'est entre parenthèses, c'est en privé, c'est pas en public. C'est ça qui fait la différence entre une communication orale et un poster. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui, madame. فهمتوا شوية ولا لا؟ Si vous n'avez pas compris, s'il vous plaît, ne me laissez pas parler toute seule. Vous m'arrêtez, s'il vous plaît. نكمل ولا نعاود؟ Et alors? Ça va, madame, تكملي شوفي مع les autres. Voilà, puisqu'ils ne me répondent pas, j'attends. Donc, il y a vous, tant que si quelqu'un ne m'arrête pas, je suis désolée, je suis obligée de continuer. Alors, maintenant, une fois que vous avez participé à le congrès, ça dépend, il peut être national ou international, tous les pays vont participer, ça dépend.
À la fin, on va vous donner une attestation de participation à ce congrès. D'accord? Maintenant, l'attestation de participation, elle est importante. Vous allez, par exemple, pour postuler pour un poste de travail, voilà, c'est très important. Il y a les attestations, vous avez participer à des congrès, des séminaires, des colloques, ce sont des points en plus. Ils seront en votre faveur. Maintenant, on a c'est quoi le congrès, lorsque par exemple, il y a toujours, on fait les congrès ou les séminaires, parce qu'il y a toujours du nouveau dans la recherche. On va voir, c'est très important de participer parce qu'on va voir les travaux des autres. Quels sont donc on aura beaucoup de connaissances. Ça va nous faciliter le travail de recherche. Donc, il se peut aussi que je peux trouver il travaille dans le même axe de la recherche. Donc, je vais apprendre de ces séminaires. Il se peut, par exemple, j'ai assisté ou l'autre communication qui m'ont, c'est-à-dire qui m'ont plu, ou j'ai pris une partie de ce travail, حطيته في الميموار تاعي ولا في l'article. Aussi, je suis obligée de mettre, s'il s'agit de mon travail à moi, s'il s'agit de le travail que Diana avec lequel j'ai participé dans le congrès, je dois le mettre, c'est mon travail. Ou le travail de quelqu'un d'autre, je le mets aussi, mais toujours il faut citer la référence. Même si c'est moi qui l'ai fait, je dois mettre mon nom. C'est mon travail. Comment le faire? Donc, la même chose, je dois mettre le nom de l'auteur, l'initiale du prénom, l'année et le mois du congrès, le titre de la communication et je dois mettre la communication, elle est présentée, par exemple, le 6e congrès ou le premier congrès, le lieu, est-ce qu'en Algérie, en France, ainsi de suite. Et bien sûr, je dois mettre le lieu du congrès. Par exemple, je l'ai fait à Oran et le pays, c'est l'Algérie. Donc, ils doivent être mentionnés dans les références bibliographiques. Donc, cette fois-ci, j'ai parlé de façon générale sur comment on met les références pour chaque type de document. La prochaine séance, Inch'Allah, je vais vous donner des exemples. Comme ça, vous allez distinguer, vous allez faire la différence entre les différents documents, que ce soit périodiques, livres, thèses, mémoire, etc. Qu'est-ce qu'il reste juste? Donc, cours et support de cours, même par exemple, vous avez pris l'information mais le cours تاعكم, vous pouvez le mettre comme support de cours. Et ensuite, en dernier, c'est le site internet. Donc, aussi, vous avez pris l'information un site internet, vous devez mettre le lien de ce site. Comme ça, vous serez protégé. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un peu pigé, vous avez retenu quelque chose des différents types des références bibliographiques? La partie, elle est très importante. Alors, Inch'Allah, la séance prochaine, comme je vous ai promis, j'ai vu comme des exemples, comme ça vous allez encore mieux comprendre. Mais aussi, vous devez les voir et les revoir. C'est important pour vous. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Normalement, tout est clair. Merci. Alors, c'est Rachid. Rachid. Merci, Rachid. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous libère parce qu'Abed est comme un autre cours juste après. Et à demain, Inch'Allah.